Mon mari a exigé le divorce, ignorant complètement que je gagnais 420 000 euros. Il a ricané, je refuse d'être lié à une femme paresseuse et sans valeur. Plus tard, il a épousé ma meilleure amie, pour ensuite s'étouffer avec sa propre arrogance en découvrant mon succès. L'expression sur son visage, impayable. Thomas m'a tendu les papiers du divorce avec l'air suffisant de quelqu'un qui pensait être sur le point de laisser une femme sans le sou et sans rien. Il avait tout calculé en se basant sur ce qu'il croyait de mes revenus, de ma valeur, de ma capacité à survivre sans lui. Pendant ce temps, mon téléphone a vibré, signalant un nouvel courriel de mon agent littéraire concernant les droits de publication internationaux. L'ironie était délicieuse. Tandis qu'il planifiait sa stratégie de sortie, je bâtissais un empire dont il ignorait même l'existence. Daniel observait depuis l'embrasure de la porte, planifiant probablement déjà comment dépenser ce qu'elle pensait être sa nouvelle liberté de toute responsabilité financière. 950 € par mois de pension alimentaire semble juste, a déclaré Thomas, posant sa mallette sur mon lit d'hôpital comme s'il s'agissait d'une simple transaction commerciale, puisque tu ne travailles pas vraiment. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran de mon téléphone, où la notification de courriel affichait une offre à 7 chiffres pour les droits d'adaptation cinématographique de ma série de livres pour enfants. Ne pas travailler vraiment. S'il avait seulement su. Mais laissez-moi vous ramener au point de départ, car ce moment d'arrogance pure a été construit sur 15 ans de tromperie minutieuse. Pas la mienne, mais la sienne. Avant de nous plonger plus profondément dans le parcours de Chloé, si vous croyez au pouvoir de la force tranquille et à la transformation de la trahison en triomphe, veuillez envisager de vous abonner. C'est gratuit et cela nous aide à partager ces histoires inspirantes avec plus de femmes qui en ont besoin. J'avais 22 ans et j'étais désespérément fauché lorsque Thomas m'a remarqué pour la première fois dans ce café exigu près de l'université de la Sorbonne. Mon matériel de dessin était étalé sur une minuscule table de coin, et je sirotais un unique café au lait qui devait me durer tout l'après-midi pendant que je travaillais sur des pièces pour mon portfolio. Les prêts étudiants m'écrasaient, et mes parents n'arrêtaient pas de me suggérer de me tourner vers quelque chose de plus pratique, comme le commerce ou l'enseignement. Thomas est apparu à côté de ma table sans prévenir, son ombre tombant sur mon carnet de croquis. « C'est remarquable », a-t-il dit en montrant mon dessin d'un homme âgé lisant près de la fenêtre. « Vous avez capturé quelque chose que la plupart des gens ne remarqueraient même jamais. » Il était beau de cette manière soignée et assurée qui m'intimidait généralement, un pantalon de toile impeccable, une chemise à boutons, des cheveux parfaitement coiffés malgré le vent. Le genre d'homme qui semblait avoir tout son avenir tracé dans des plans quinquennaux. « Je suis Thomas », a-t-il dit en se glissant sur la chaise d'en face sans y avoir été invité. « Et vous êtes incroyablement talentueuse. » C'était Thomas, audacieux, décidé, n'ayant pas peur de s'insérer dans n'importe quelle situation. En quelques minutes, il m'avait convaincu de lui montrer tout mon portfolio, étudiant chaque pièce avec une fascination sincère. Il a posé des questions sur la technique et l'inspiration que personne ne s'était jamais donné la peine de poser auparavant. Ce personnage de renard, a-t-il dit en s'attardant sur mes croquis de ce qui allait devenir le petit renard courageux. Il a quelque chose de spécial. Il a de la personnalité, une vraie profondeur pour une illustration pour enfants. Son enthousiasme était enivrant. Voilà quelqu'un qui non seulement comprenait mon art, mais pouvait aussi en imaginer le potentiel d'une manière que je n'avais jamais envisagée. Thomas travaillait dans le marketing pour une entreprise du centre-ville et avait de grands projets, créer sa propre agence, voyager à travers le monde, construire quelque chose de significatif. Je vous vois bien illustré pour de grands éditeurs, a-t-il poursuivi en tournant soigneusement les pages de mon carnet de croquis. Votre style se prêterait magnifiquement aux livres pour enfants. Avez-vous pensé à développer ce renard en une série? Je ne l'avais pas fait, mais soudain, je pouvais le visualiser. Thomas avait le don de faire paraître les rêves réalisables, de prendre mes aspirations artistiques tranquilles et de les peindre à grands traits audacieux et confiants. Nos fréquentations se sont déroulées comme dans un film romantique. Thomas venait me chercher dans sa Renault Clio et nous conduisait vers des sentiers de randonnée cachés ou de petites galeries qu'il découvrait en ligne. Il semblait véritablement fasciné par mon processus créatif, s'asseyant souvent en silence pendant que je dessinais des paysages ou peignais des aquarelles de nos aventures. « Tu vois le monde différemment ?» m'a-t-il dit un soir alors que nous étions assis sur les quais de la Seine, regardant le coucher de soleil peindre le ciel dans des teintes que je prévoyais déjà de recréer sur toile. Tu remarques la beauté dans des endroits où les autres ne voient que la vie ordinaire. Ces mots signifiaient tout pour quelqu'un qui avait passé son enfance à se faire traiter de personne peu pratique par des parents bien intentionnés.
Thomas me donnait l'impression que ma vision artistique avait de la valeur, que ma perspective comptait d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Il m'a demandé en mariage 6 mois plus tard avec une simple bague en argent qu'il avait achetée avec son remboursement d'impôts. La demande a eu lieu dans ce même café où nous nous étions rencontrés, à la table exacte où il avait vu mon travail pour la première fois. Je sais que je ne peux pas me permettre la bague que tu mérites en ce moment, a-t-il dit en s'agenouillant pendant que les autres clients faisaient semblant de ne pas regarder. Mais je te promets, Chloé, que je vais construire une vie où tu n'auras plus jamais à te soucier de l'argent, où tu pourras te concentrer entièrement sur ton art sans te stresser pour les factures, le loyer ou toutes ces choses pratiques qui tuent la créativité. J'ai dit oui avant même qu'il ait fini de parler. Notre mariage a été petit mais parfait, juste la famille immédiate et les amis proches dans le jardin de ses parents. Sa mère, Marguerite, avait transformé l'espace avec des guirlandes lumineuses et des bocaux le parfait remplis de fleurs sauvages de son jardin. Mes parents, des gens pratiques qui n'avaient jamais compris mes aspirations artistiques, semblaient charmés par le dévouement évident de Thomas et ses plans clairs pour notre avenir. Il t'aime vraiment, a chuchoté ma mère pendant notre première danse, sur une musique provenant du vieux radiocassette de Thomas. Je le vois dans la façon dont il parle de tes rêves comme s'ils étaient les siens. Elle avait raison. Dans ces premières années, Thomas me regardait comme si j'étais quelque chose de précieux et de rare. Il me surprenait avec du matériel d'art qu'il ne pouvait pas vraiment se permettre ou m'emmenait à des vernissages où il me présentait à des inconnus comme ma femme, l'artiste, avec une fierté indéniable dans la voix. Nous avons loué un minuscule appartement au-dessus d'une boulangerie du centre-ville, et Thomas a immédiatement transformé la deuxième chambre en atelier pour moi. Il a peint les murs en blanc vif, installé des luminaires supplémentaires et a même construit des étagères sur mesure pour mon matériel en utilisant des tutoriels YouTube et des outils empruntés. Tout artiste a besoin d'un espace de travail adéquat, a-t-il déclaré en admirant son œuvre. C'est ici que tu vas créer des chefs-d'œuvre. Chaque matin, je me réveillais avec l'odeur du pain frais d'en bas et je trouvais Thomas en train de faire du café dans notre cuisine miniature, déjà habillé pour le travail, mais jamais trop pressé pour me demander mes projets pour la journée. Que fait le petit renard courageux aujourd'hui ? Demandait-il, en référence au personnage que j'avais développé grâce à ses encouragements précoces. Il apprend à être assez courageux pour traverser la grande rivière, pouvais-je répondre. Ou il est d'un petit lapin perdu à retrouver son chemin dans la forêt sombre. Thomas écoutait attentivement, offrant des suggestions ou posant des questions qui m'aidaient à résoudre les problèmes d'intrigue. Il est devenu mon premier public, ma caisse de résonance, mon plus fervent supporter. Ces premières années semblaient magiques dans leur simplicité. Les samedis matins étaient consacrés au marché fermier où je dessinais les vendeurs pendant que Thomas charmait tout le monde, du vendeur de miel à la vieille dame qui fabriquait du savon au lait de chèvre. Les soirées étaient réservées à la cuisine ensemble dans notre cuisine exiguë, partageant du vin bon marché et planifiant des vacances imaginaires dans des endroits que nous ne pouvions pas encore nous permettre. Un jour, nous irons en Toscane, disait Thomas en étudiant les brochures de voyage étalées sur notre table de cuisine. Tu pourras peindre ces collines ondulantes et ces cyprès en personne. Un jour, acquiesçai-je en ajoutant des détails à mon croquis de lui lisant ces mêmes brochures à la lueur des bougies. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que un jour, arrivait plus vite que nous ne l'avions prévu. 3 mois après notre mariage, j'ai vendu ma première illustration professionnelle à un magazine parental pour 70 €. 6 mois plus tard, un petit éditeur a manifesté un intérêt sérieux pour développer le petit renard courageux en une série de livres d'images. L'argent a commencé modestement 50 € par-ci, 100 € par-là mais il était stable et croissant. Plus important encore, il était à moi. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'étais pas complètement dépendante des revenus de quelqu'un d'autre. Le sentiment était à la fois exaltant et, d'une certaine manière, dangereux. J'ai ouvert un compte professionnel distinct, disant à Thomas que c'était à des fins fiscales et pour organiser mes revenus de pigiste. En réalité, je n'étais pas tout à fait sûr de la raison pour laquelle je me sentais obligé de garder mon succès grandissant secret. C'était peut-être parce que Thomas tirait une fierté si visible d'être notre soutien de famille, de tenir la promesse qu'il avait faite lors de sa demande en mariage. Ou peut-être qu'un instinct me prévenait déjà que l'indépendance financière était quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Quelle que soit la raison, j'ai minimisé mes revenus et laissé Thomas croire que son salaire de marketing était notre principale source de sécurité. Lorsque les chèques de redevance arrivaient, je les déposais discrètement et continuais à vivre comme si nous étions toujours les jeunes mariés en difficulté partageant des dîners de pâtes instantanés et rêvant de jours meilleurs. Tu n'as plus besoin de te soucier de l'argent,
me disait Thomas chaque fois que j'exprimais une préoccupation concernant un achat important ou une dépense imprévue. C'est ma responsabilité maintenant. Ton travail est de créer de belles choses et de me laisser m'occuper des aspects pratiques. Et j'ai créé de belles choses. Ma série Le Petit Renard Courageux a trouvé son éditeur, puis son public, puis ses contrats de marchandisage. Des clients corporatifs ont commencé à demander mes illustrations pour des campagnes publicitaires. Des éditeurs internationaux ont commencé à manifester leur intérêt pour les droits en langues étrangères. Mais j'ai aussi créé autre chose pendant ces premières années, quelque chose que je ne comprenais pas entièrement à l'époque. J'ai créé une base de solidité financière secrète qui se révélerait inestimable lorsque tout ce que je croyais savoir sur l'amour, la loyauté et le mariage s'effondrerait autour de moi. La femme que Thomas essayait maintenant de détruire financièrement avait en fait soutenu nos deux modes de vie pendant des années, bâtissant un empire pendant qu'il s'attribuait le mérite de notre vie confortable. L'ironie aurait été drôle si elle n'était pas sur le point de devenir l'arme parfaite entre mes mains. Le changement s'est produit un jeudi soir d'octobre lors d'un de nos dîners habituels chez Antoine et Daniel. Nous organisions ces rassemblements mensuels depuis 3 ans, accueillant à tour de rôle, essayant de nouvelles recettes et jouant à des jeux de société jusqu'à minuit. C'était notre tradition, notre façon de rester connectés en tant que couple, naviguant à travers la fin de notre vingtaine. Daniel avait été inhabituellement silencieuse pendant le dîner, picorant son saumon et refusant le vin qu'elle aimait normalement. Antoine n'arrêtait pas de lui lancer des regards encourageants de l'autre côté de la table, et j'ai remarqué sa main reposant de manière protectrice sur son épaule chaque fois qu'il passait derrière sa chaise. « Nous avons quelque chose à vous annoncer », a déclaré Daniel alors qu'Antoine commençait à débarrasser les assiettes. Elle s'est levée lentement, plaçant ses 2 mains sur son ventre encore plat avec un geste si délibéré qu'il ne pouvait signifier qu'une chose. Le sourire qui s'est répandu sur son visage était radieux, transformant toute son apparence. « Nous allons avoir un bébé. » Les mots sont restés suspendus dans les airs pendant exactement 3 secondes avant que Thomas n'explose de sa chaise. Pas Antoine. Thomas. Mon mari a atteint Daniel le premier, l'enveloppant dans une étreinte qui lui a soulevé les pieds du sol et a duré bien plus longtemps que n'importe quel câlin de félicitations ne le devrait. C'est incroyable. S'est exclamé Thomas, sa voix se brisant d'une émotion que je n'avais jamais entendue auparavant. Quand? Depuis combien de temps? Avez-vous déjà vu un médecin? Antoine se tenait figé à côté du comptoir de la cuisine, les assiettes encore à la main, regardant sa femme être célébrée par un autre homme. Son sourire semblait forcé, presque douloureux, et il n'arrêtait pas de me jeter un coup d'œil avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Le reste de la soirée est devenu le spectacle de Thomas et Daniel. Il les a bombardés de questions sur les dates d'accouchement, les thèmes de la chambre d'enfant et les prénoms potentiels. Il en savait plus que moi sur les symptômes de la grossesse, égrenant des informations sur les remèdes contre les nausées matinales et les recommandations de vitamines prénatales comme s'il avait étudié pendant des mois. « Avez-vous pensé à un plan de naissance ?» a demandé Thomas, se penchant en avant avec une concentration intense. Accouchement naturel contre péridurale, hôpital contre maison de naissance. Thomas, les jeux interrompus gentiment, peut-être devrais-tu les laisser digérer ça d'abord. Il m'a jeté un regard de pure irritation. C'est important, Chloé. Ces décisions comptent. Daniel se prélassait dans son attention, sa main ne quittant jamais son ventre alors qu'elle répondait à ses questions interminables. Antoine devenait de plus en plus silencieux au fil des heures, se retirant finalement dans la cuisine pour faire la vaisselle pendant que Thomas discutait des stratégies de sécurisation de la maison pour les bébés et des plans d'épargne-études. Quand nous sommes finalement partis cette nuit-là, Thomas ne pouvait s'arrêter de parler. Le trajet de 15 minutes jusqu'à la maison est devenu un monologue sur combien il était merveilleux que notre groupe s'agrandisse, combien ce serait excitant d'avoir un petit parmi nous, combien les vacances en famille deviendraient amusantes. N'est-ce pas formidable, Chloé? A-t-il dit en entrant dans notre allée avec une vitesse inhabituelle. Un bébé. Notre premier bébé dans le groupe. La façon possessive dont il a dit « notre » m'a serré l'estomac. C'est leur bébé, Thomas. Celui d'Antoine et Daniel. Bien sûr, a-t-il dit rapidement, mais quelque chose dans ses yeux suggérait le contraire. Je voulais juste dire que nous ferons tous partie de la vie de cet enfant, comme des oncles et tantes. Je me suis couché cette nuit-là avec un malaise que je ne pouvais nommer, regardant Thomas faire des recherches sur du matériel pour bébé sur son ordinateur portable jusqu'à près de 2 heures du matin. En quelques semaines,
Thomas s'était transformé en consultant personnel de grossesse pour Daniel. Il l'appelait quotidiennement pour vérifier ses symptômes de nausée matinale, a fait des recherches sur les meilleurs obstétriciens de notre région et, d'une manière ou d'une autre, en savait plus sur son calendrier de rendez-vous qu'Antoine. Le docteur Martin est censé être excellent, a annoncé Thomas au petit déjeuner un mardi, lisant sur son téléphone. J'ai trouvé 3 avis qui mentionnaient spécifiquement sa manière de traiter les mères primipares. Comment sais-tu que Daniel cherche un nouveau médecin? Ai-je demandé. Elle l'a mentionné hier quand je l'ai appelé pour prendre des nouvelles de ses nausées. La désinvolture avec laquelle il discutait des fonctions corporelles de ma meilleure amie était troublante. Depuis quand était-il devenu si intime que les nausées matinales étaient un sujet de conversation téléphonique acceptable? Thomas a commencé à transporter des craquelins dans sa voiture au cas où Daniel en aurait besoin lors de leurs sorties de plus en plus fréquentes. Il a téléchargé 3 applications différentes de suivi de grossesse, programmant des notifications pour les étapes de développement hebdomadaires qu'il partageait avec moi au dîner, comme des nouvelles de dernière heure. Le bébé a la taille d'une myrtille cette semaine, annonçait-il. Peux-tu imaginer? Quelque chose d'aussi petit a déjà un battement de cœur. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est venue lorsque Thomas a arrêté de fumer du jour au lendemain, quelque chose que je lui demandais de faire depuis le début de notre relation. Ce n'est pas sain d'être près des femmes enceintes, a-t-il expliqué, jetant son paquet à moitié plein à la poubelle avec une détermination théâtrale. La fumée secondaire peut causer des malformations congénitales. Je te demande d'arrêter depuis 3 ans, ai-je dit doucement. C'est différent, Chloé. Il s'agit de protéger un enfant innocent. Et protéger ta femme? Sa mâchoire s'est crispée. Il ne s'agit pas de toi en ce moment. Certaines choses sont plus importantes que nos préférences personnelles. Cette nuit-là, je l'ai entendu au téléphone avec Daniel, discutant de cours de yoga prénatal et d'épicerie biologique qui vendaient des produits de nettoyage sans danger pour la grossesse. Sa voix portait une tendresse que je n'avais pas entendue diriger vers moi depuis des mois. 6 mois après le début de la grossesse de Daniel, j'ai atteint mon point de rupture. Nous dînions à notre table de cuisine lorsque Thomas a mentionné nonchalamment s'être inscrit pour entraîner bénévolement une ligue de football pour jeunes. J'ai pensé que je devrais m'entraîner, a-t-il dit, coupant son steak avec une précision inhabituelle. Tu sais, pour quand le bébé sera plus grand. J'ai posé ma fourchette avec un contrôle délibéré. Thomas, prévois-tu d'être le père de cet enfant? Son visage est devenu rouge vif, sa main toujours sur son couteau. Quelle sorte de question est-ce là? Une question légitime. Tu en sais plus sur la grossesse de Daniel que son propre mari. Tu as changé tout ton style de vie pour ses besoins. Tu fais des plans à long terme qui impliquent d'élever l'enfant de quelqu'un d'autre. Comment peux-tu être si insensible? A-t-il explosé en se levant brusquement de table. Daniel a besoin de soutien en ce moment. Antoine travaille 60 heures par semaine et a à peine le temps de l'emmener à ses rendez-vous. Tu n'as jamais voulu d'enfant. Tu ne pourrais absolument pas comprendre ce qu'elle traverse. Et toi, tu comprends? Depuis quand es-tu devenu un expert des besoins maternels? La dispute a rapidement dégénéré. Thomas m'a accusé de jalousie, d'égoïsme et de ne pas soutenir nos amis pendant une période importante. Je l'ai accusé d'infidélité émotionnelle et d'abandonner son mariage pour le fantasme de la famille de quelqu'un d'autre. Peut-être que si tu montrais la moitié de l'intérêt pour la vie des autres que tu montres pour ta carrière artistique, a-t-il lancé, tu comprendrais à quoi ressemble une véritable amitié. Nous avons dormi dans des chambres séparées cette nuit-là, la première fois de notre mariage. Thomas s'est excusé le lendemain matin, m'apportant du café au lit et promettant d'être plus attentif aux limites. Mais son comportement n'a pas changé. Si quoi que ce soit, il est devenu plus secret sur son temps avec Daniel, prétendant la protéger du stress inutile en ne me mentionnant pas leur conversation. Quand Manon est née un mardi pluvieux de mai, Thomas a été la 2e personne à la tenir dans ses bras. Pas moi, pas la mère de Daniel, pas aucun de ses autres amis Thomas. Je suis resté dans l'embrasure de la porte de l'hôpital, regardant mon mari bercer la fille nouveau-née de ma meilleure amie, des larmes coulant sur son visage. Elle est absolument parfaite, a-t-il murmuré, et Daniel lui a souri avec une intimité qui m'a serré la poitrine. Antoine était assis dans le fauteuil du coin, l'air épuisé et dépassé, comme un homme qui venait d'assister à un miracle mais ne pouvait pas tout à fait en traiter les implications. Thomas, quant à lui, avait l'air complet, comme s'il avait attendu toute sa vie ce moment, cet enfant, ce but.
Les semaines qui ont suivi la naissance de Manon sont devenues un tourbillon de visites quotidiennes de Thomas à l'hôpital, arrivant avec des fleurs, des vêtements de bébé et un enthousiasme qui frisait la manie. Il connaissait l'horaire des tétés de Manon, ses habitudes de sommeil, ses techniques de repas préférées. J'ai réalisé avec une horreur croissante que mon mari était plus investi dans le bien-être de cet enfant que je ne l'étais dans les jalons de ma propre carrière. Elle m'a souri aujourd'hui, rapportait Thomas au dîner. De vrais sourires, pas seulement des gaz. Les infirmières disent que c'est tôt pour le sourire social, mais Manon est clairement en avance. Alors que Thomas s'enracinait davantage dans son rôle de père de substitution de Manon, Antoine a commencé à disparaître complètement de notre groupe d'amis. Il trouvait des excuses pour sauter des dîners, arrivait en retard au rassemblement et partait tôt avec des mentions vagues d'échéances professionnelles. Quand j'essayais de me connecter avec lui, il changeait de sujet ou prétendait que le stress écrasant le rendait de mauvaise compagnie. Je me suis retrouvé de plus en plus isolé, regardant mon mariage se dissoudre tandis que ma carrière, ironiquement, s'épanouissait. Les éditeurs appelaient avec de nouvelles opportunités, des accords de droits internationaux se matérialisaient et mon compte en banque grossissait régulièrement. Mais le succès professionnel semblait vide de sens alors que ma vie personnelle s'effritait autour de moi. Tard le soir, pendant que Thomas était chez Daniel pour aider avec les routines du coucher et les tétés nocturnes, je travaillais sur des illustrations avec une intensité désespérée, déversant ma solitude et ma confusion dans des histoires pour enfants sur de courageux petits animaux retrouvant leur chemin à travers des forêts sombres. L'ironie ne m'a pas échappé que pendant que mon mariage s'effondrait, je créais mon œuvre la plus réussie sur le courage, l'amitié et la découverte de la force dans la solitude. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est à quel point Thomas embrasserait complètement son rôle non officiel de père de Manon à mesure qu'elle grandissait. À son 2e anniversaire, c'est lui qui faisait des recherches sur les écoles maternelles et débattait des mérites de l'éducation Montessori par rapport à l'éducation traditionnelle avec Daniel lors de longs appels téléphoniques qui s'étiraient bien après l'heure du dîner. Manon a besoin de structure mais aussi de liberté créative, m'expliquait Thomas par la suite, comme si j'avais demandé sa philosophie éducative. Daniel est d'accord pour dire que la pression scolaire si tôt pourrait freiner sa curiosité naturelle. Quand Manon a eu 3 ans, Thomas a insisté pour organiser sa fête d'anniversaire chez nous parce que nous avions le plus grand jardin. J'ai regardé depuis la fenêtre de la cuisine alors qu'il la poussait sur la balançoire qu'il avait installée le week-end précédent, une balançoire dont nous n'avions jamais discuté, jamais budgété, qui était simplement apparue un samedi matin avec l'annonce de Thomas que Manon a besoin d'équipements de jeux extérieurs. Les autres parents à cette fête ont naturellement supposé que Thomas était le père de Manon. Il portait cette supposition comme une veste confortable, se présentant comme le Thomas de Manon et discutant de ses étapes de développement avec l'autorité décontractée de quelqu'un qui avait été présent pour chaque premier mot, chaque premier pas, chaque genou écorché. Antoine était assis seul sur notre porche arrière pendant cette fête, sirotant une bière et regardant sa fille appeler un autre homme, Papa Thomas, tandis que son vrai père devenait de plus en plus invisible dans sa vie. À l'école maternelle, Thomas assistait à chaque réunion parents-professeurs, connaissait les préférences de café de l'enseignante de Manon, Madame Dubois, et avait des opinions bien arrêtées sur son niveau de lecture et son développement social. Il ramenait des rapports détaillés de ses réunions scolaires, partageant les progrès de Manon avec moi comme si j'étais une amie de la famille intéressée plutôt que sa femme. Elle est au-dessus du niveau de sa classe en compréhension de lecture, a-t-il annoncé un soir, agitant le bulletin de Manon avec une fierté paternelle. Madame Dubois pense qu'elle pourrait être prête pour un placement avancé l'année prochaine. J'ai étudié le visage de Thomas pendant qu'il parlait, notant la façon dont toute son expression se transformait en discutant de Manon. C'était le regard que j'avais espéré voir un jour si nous avions eu des enfants ensemble, un amour pur et simple, mêlé à une protection féroce et une fierté sincère. Au lieu de cela, j'en étais témoin, dirigé vers l'enfant d'une autre femme, tandis que notre propre mariage dépérissait par négligence. Les photos ont commencé à apparaître partout dans notre maison. Les photos de classe de Manon ont rejoint nos photos de mariage sur la cheminée. Les œuvres d'art de Manon couvraient notre réfrigérateur. Le portefeuille de Thomas était bombé d'instantanés de Manon à différents âges, et son fond d'écran de téléphone faisait défiler ses dernières photos comme un sanctuaire numérique de parents dévoués. Pendant ce temps, nos conversations sont devenues des échanges superficiels sur la logistique domestique et les obligations sociales. Thomas me tenait au courant des activités de Manon avec enthousiasme, puis s'informait de mon travail avec un désintérêt poli avant de retourner à son téléphone pour envoyer un texto à Daniel sur la routine du coucher ou les plans du week-end de Manon. 3 ans se sont écoulés ainsi, Thomas s'ancrant de plus en plus dans la vie quotidienne de Manon tandis que je devenais de plus en plus périphérique dans mon propre mariage.
Nous étions des colocataires polis partageant les dépenses et apparaissant occasionnellement ensemble à des fonctions sociales où Thomas passait la plupart de la soirée à discuter des dernières réalisations de Manon avec d'autres parents. La nuit où tout a changé a commencé comme n'importe quel autre mardi. Je travaillais tard dans mon atelier, mettant la touche finale aux illustrations pour un nouvel éditeur, quand j'ai entendu la sonnette retentir vers 23 heures. Thomas était à l'une de ces réunions clients, dont la fréquence avait considérablement augmenté depuis que Manon avait commencé l'école. J'ai ouvert la porte pour trouver Antoine sur mon porche, l'air d'avoir vieilli de 5 ans le mois précédent. Ses cheveux habituellement soignés étaient en désordre, ses vêtements froissés, et il tenait une tablette serrée contre sa poitrine comme une preuve dans un procès pour meurtre. « Nous devons parler », a-t-il dit sans préambule. Je me suis écarté pour le laisser entrer, notant la façon dont ses mains tremblaient légèrement alors qu'il posait la tablette sur la table de ma cuisine. Antoine était toujours précis, méthodique, le genre de personne qui débloque des problèmes logiciels avec une détermination patiente. Le voir aussi agité était plus effrayant que n'importe quelle dispute n'aurait pu l'être. « Regarde ça », a-t-il dit doucement, ouvrant la tablette pour afficher une carte avec des points de couleur marquant divers endroits de Paris. Les points formaient un motif qui m'a serré l'estomac. 3 soirs par semaine, de manière constante, la voiture de Daniel apparaissait à l'hôtel du centre, un hôtel modeste qui accueillait des voyageurs d'affaires et proposait des tarifs à l'heure pour des raisons évidentes. Suivi GPS de sa voiture, a expliqué Antoine, sa voix portant le ton creux de quelqu'un dont les pires soupçons venaient d'être confirmés. Tous les mardis, jeudis et dimanches soirs depuis 3 mois. Toujours entre 19h et 22h. J'ai regardé les preuves, mon esprit cataloguant automatiquement l'emploi du temps de Thomas. Réunion client avec le compte durant les mardis. Séance de stratégie du jeudi soir pour la campagne Moreau. Dimanche, réunion de planification pour la semaine à venir. Tous des mensonges. Tous des alibis parfaitement conçus pour une liaison qui se déroulait juste sous mon nez. Depuis combien de temps soupçonnes-tu ? Ai-je demandé. Honnêtement ? Depuis la naissance de Manon. Peut-être avant. Antoine s'est frotté les yeux avec le dos de sa main. Mais soupçonner et savoir sont 2 choses différentes. J'avais besoin de preuves avant de pouvoir agir. Nous sommes restés assis dans ma cuisine pendant des heures cette nuit-là, 2 époux trahis examinant les décombres de nos mariages avec le détachement clinique d'enquêteurs. Antoine m'a montré des relevés de cartes de crédit, des reçus d'hôtel qu'il avait trouvés dans le sac à main de Daniel, des photographies de la voiture de Thomas dans le parking de l'hôtel prises depuis son immeuble de bureau de l'autre côté de la rue. Ni l'un ni l'autre n'avons pleuré ou ragé. Nous étions tous les deux trop épuisés pour le drame, trop vidés par des années à regarder nos conjoints s'éloigner pour gaspiller de l'énergie en explosions émotionnelles. Que faisons-nous maintenant ? Ai-je demandé alors que l'aube commençait à filtrer par les fenêtres de ma cuisine. Antoine est resté silencieux un long moment, fixant les preuves étalées sur ma table. Nous attendons, a-t-il finalement dit. Manon n'a que 6 ans. Elle ne mérite pas que son monde soit détruit à cause des échecs des adultes. Cette nuit-là, nous avons conclu un pacte qui définirait les 9 prochaines années de notre vie. Nous attendrions que Manon soit assez grande pour comprendre la situation avant de confronter Thomas et Daniel. En attendant, nous documenterions tout. La nature méthodique d'Antoine en a fait l'enquêteur parfait. Il a installé des logiciels de suivi sur les appareils, photographié des preuves avec des horodatages et créé des feuilles de calcul détaillées documentant les schémas de comportement. J'ai commencé à prêter une attention plus particulière aux interactions de Thomas avec Daniel lors des rassemblements de groupe, notant les blagues privées, les regards intimes, la façon dont ils se déplaçaient l'un autour de l'autre avec la familiarité confortable des amants plutôt que des amis. Nous nous rencontrions mensuellement pour partager des informations, 2 personnes blessées trouvant une force inattendue dans notre trahison partagée. Antoine arrivait avec ses dernières découvertes, et je partageais mes observations des événements sociaux ou des conversations. C'était un partenariat étrange, construit sur une dévastation mutuelle, mais soutenu par un engagement commun à protéger Manon de la vérité jusqu'à ce qu'elle soit émotionnellement équipée pour y faire face. L'enquête a révélé la profondeur de leur tromperie. Les séjours à l'hôtel n'étaient pas aléatoires, ils suivaient un calendrier minutieux conçu pour éviter les soupçons. Les réunions de travail de Thomas étaient fabriquées, avec de faux noms de clients et des délais de projet inventés. Daniel avait créé un système élaboré d'alibis impliquant des amis fictifs et des engagements imaginaires. Ce qui faisait le plus mal n'était pas seulement l'affaire elle-même, mais la nature calculée de leur trahison. Ce n'était pas un moment de faiblesse ou une attraction spontanée qui avait échappé à tout contrôle.
C'était une tromperie délibérée et continue qui exigeait de la planification, de la coordination et un mépris total pour les personnes qu'ils avaient promis d'aimer et de protéger. À mesure que Manon grandissait, l'implication de Thomas dans sa vie s'intensifiait au lieu de diminuer, rendant notre situation de plus en plus complexe et douloureuse à naviguer. Puis je suis tombé malade. Le diagnostic de maladie auto-immune est arrivé 3 ans après le début de l'enquête secrète d'Antoine et moi, me frappant comme un train de marchandises alors que je pensais enfin comprendre la profondeur de la trahison de Thomas et Daniel. Ce qui a commencé comme une fatigue persistante et des douleurs articulaires a dégénéré en quelque chose qui a nécessité une hospitalisation immédiate et un traitement à long terme. Je m'attendais à ce que Thomas prenne ses responsabilités. Malgré tout ce que je savais sur sa liaison, une partie stupide de moi croyait encore qu'une maladie grave pourrait lui rappeler ses vœux de mariage, dans la maladie comme dans la santé, pour le meilleur et pour le pire. Au lieu de cela, ses visites à l'hôpital sont devenues de plus en plus superficielles, de brèves obligations remplies avec le minimum d'efforts requis pour ne pas paraître complètement insensible au personnel médical. « Comment te sens-tu aujourd'hui » demandait-il, se tenant près de la porte comme s'il était prêt à s'enfuir à la première occasion. « Fatigué » répondais-je honnêtement. « Le traitement est difficile, mais les médecins pensent que c'est une bonne chose. »« C'est bien. Je suis content que tu reçoives les soins dont tu as besoin. » Il jetait un coup d'œil à sa montre, puis à son téléphone n'importe où sauf à moi, allongé dans ce lit d'hôpital. Je devrais y aller. Le travail a été fou ces derniers temps. Le travail. Toujours le travail. Les mêmes engagements professionnels fictifs qui couvraient ses rendez-vous à l'hôtel avec Daniel. Pendant ce temps, Manon me rendait visite tous les jours après l'école. À 9 ans, elle arrivait avec son sac à dos plein de devoirs, étalant des feuilles de mathématiques sur la tablette de mon lit d'hôpital et demandant de l'aide pour ses devoirs de lecture. Elle me montrait ses dessins, me racontait les drames de la cour de récréation et se blottissait dans le fauteuil des visiteurs pour regarder des dessins animés sur la petite télévision fixée au mur. « Pourquoi Thomas ne vient-il pas te voir plus souvent » a demandé Manon un après-midi, sa question innocente touchant directement au cœur de ma solitude. « Il est très occupé par son travail » ai-je répondu, le mensonge ayant un goût amer sur ma langue. Papa Antoine dit que le travail n'est jamais plus important que la famille, a dit Manon d'un ton neutre, puis elle est retournée à colorier une carte de bon rétablissement qu'elle me faisait. Antoine avait discrètement comblé le vide que Thomas avait créé, s'occupant de mes papiers médicaux, me conduisant à des rendez-vous chez des spécialistes et s'assurant que j'avais tout ce dont j'avais besoin pendant les longues périodes où Thomas était manifestement absent. Le contraste entre les deux hommes est devenu saisissant et douloureux, l'un prouvant sa loyauté par des actions tandis que l'autre démontrait ses priorités par la négligence. Pendant 6 ans, Manon est restée ma compagne constante et ma source de joie pendant la période la plus sombre de ma life. Même lorsque ma santé s'est améliorée et que j'ai pu rentrer chez moi, elle a continué ses visites quotidiennes, m'aidant maintenant avec mes projets artistiques et m'écoutant lire des chapitres de mes derniers livres pour enfants. Mais quelque chose a changé après le 15e anniversaire de Manon. Les visites quotidiennes se sont arrêtées brusquement. Au début, j'ai supposé que c'était un comportement normal d'adolescente, les amis devenant plus importants, les activités sociales prenant le dessus, la distanciation naturelle qui se produit à mesure que les enfants deviennent adolescents. Lorsqu'une semaine s'est écoulée sans la voir, j'ai appelé Thomas. « Où est passé Manon ? Je ne l'ai pas vue depuis mardi dernier. » La réponse de Thomas a été dédaigneuse, presque irritée. « Elle a 15 ans maintenant, Chloé. Elle a sa propre vie, ses amis, ses activités, des trucs d'adolescent. On ne peut pas s'attendre à ce qu'elle te rende visite tous les jours comme quand elle était petite. » Mais quelque chose dans son ton suggérait qu'il y avait plus à l'absence de Manon qu'un simple développement adolescent normal. Quand j'en ai parlé à Antoine lors d'une de nos réunions mensuelles, son expression s'est assombrie. « Thomas a parlé à Manon » a dit Antoine doucement, lui racontant des choses sur toi qui ne sont pas vraies. La révélation m'a frappé comme un coup physique. « Quel genre de choses ? Que tu es amère et jalouse du bonheur de leur famille. Que ta maladie a été exagérée pour attirer l'attention. Que tu as été manipulatrice et possessive, essayant de briser sa relation avec Daniel. » Les mains d'Antoine se sont serrées en poing sur la table de ma cuisine. Il l'a convaincu que tu es le problème dans tout ça. L'empoisonnement systématique de Manon contre moi était peut-être la chose la plus cruelle que Thomas ait faite jusqu'à présent. Cet enfant qui avait été mon encre pendant les pires années de ma vie, qui avait montré plus de loyauté et d'amour que mon propre mari,
était maintenant manipulée pour croire que j'étais la méchante dans une histoire qu'elle ne comprenait pas entièrement. J'ai essayé d'appeler Manon directement, mais elle n'a pas répondu. J'ai envoyé des textos qui sont restés non lus. L'adolescente qui avait autrefois passé tous les après-midi dans ma chambre d'hôpital me traitait maintenant comme une étrangère qu'elle voulait éviter. Thomas m'avait isolé avec succès de tout ce que j'aimais, croyant que j'étais trop faible et malade pour me défendre. Il a sous-estimé la force qui peut être forgée dans le four de la trahison et de l'abandon. 2 ans se sont écoulés ainsi. 2 ans d'isolement croissant tandis que ma santé se stabilisait et que ma carrière explosait tranquillement vers un succès sans précédent. Les éditeurs se disputaient ma prochaine série. Les accords de droits internationaux se matérialisaient plus vite que mon agent ne pouvait les négocier. Les studios de cinéma appelaient pour les droits d'adaptation. Mais professionnellement, le succès semblait vide de sens alors que ma vie personnelle avait été systématiquement détruite par l'homme qui était censé me protéger et me chérir. Puis est arrivé le mardi qui a tout changé. Je passais en revue des illustrations sur mon ordinateur portable, mettant la touche finale aux illustrations de mon dernier contrat de livre, lorsque Thomas est entré dans ma chambre d'hôpital lors d'un de mes rendez-vous de suivi de routine. Mais ce n'était pas le Thomas penaud et coupable auquel je m'étais habitué lors de ces brèves et inconfortables visites. Ce Thomas marchait avec assurance, la poitrine bombée d'une arrogance que je n'avais jamais vue auparavant. Et il n'était pas seul. Daniel s'accrochait possessivement à son bras, arborant le sourire triomphant de quelqu'un qui croyait avoir enfin gagné un prix qu'elle convoitait depuis des années. Sa bague de fiançailles, une bague qui aurait dû être ma mise à niveau un jour, captait la dure lumière fluorescente alors qu'elle serrait encourageamment le biceps de Thomas. Il s'était habillé pour ce moment. Thomas portait son plus beau costume, celui que je l'avais aidé à choisir pour des entretiens d'embauche des années auparavant. Daniel avait parfaitement coiffé ses cheveux et choisi une tenue qui criait la confiance et la victoire. Ce n'était pas une visite spontanée. C'était une performance qu'ils avaient planifiée et répétée. Thomas s'est approché de mon lit d'hôpital avec un flair théâtral, sortant une carte de visite de la poche de sa veste comme un magicien révélant son tour final. Il l'a laissé tomber sur ma table de chevet avec une précision délibérée, le petit morceau de carton atterrissant avec une claque sèche sur la surface. Les coordonnées de mon avocat, a-t-il annoncé, sa voix portant le ton de quelqu'un qui délivrait ce qu'il croyait être une nouvelle dévastatrice. Nous allons divorcer. L'audace du moment, signifier les papiers du divorce à sa femme hospitalisée, révélait un niveau de cruauté dont je ne le savais pas capable. Mais pire que le moment, c'était la satisfaction évidente qu'il tirait de ce qu'il croyait être mon impuissance totale à résister. Daniel a de nouveau serré son bras, l'incitant à poursuivre son discours préparé comme un metteur en scène encourageant un acteur à livrer ses répliques avec plus de conviction. « Tu ne travailles pas », a poursuivi Thomas, chaque mot soigneusement choisi pour un impact maximal. « Donc, tu me paieras une pension alimentaire. 950 € par mois semble juste, tu ne trouves pas ? » L'absurdité de demander un soutien financier à une femme allongée dans un lit d'hôpital révélait à quel point il avait complètement mal compris ma situation réelle. Mais ces mots suivants étaient conçus uniquement pour blesser. « J'en ai fini d'être lié à une femme paresseuse et sans valeur », a-t-il ricané, son mépris si complet et dédaigneux que j'ai finalement compris que tout notre mariage avait été construit sur des mensonges. Voilà qui était vraiment Thomas quand il pensait que je n'avais aucun pouvoir pour me défendre, cruel, calculateur, complètement convaincu de sa propre supériorité. Daniel a hoché la tête avec sympathie à côté de lui, jouant son rôle de nouvelle partenaire compréhensive qui soutenait sa difficile décision d'abandonner sa femme malade. Ils avaient construit un récit élaboré où j'étais la méchante, le fardeau, l'obstacle à leur bonheur mérité, le poids mort qui avait retenu Thomas de son véritable potentiel. Mais au lieu de l'effondrement qu'ils avaient clairement anticipé, quelque chose d'inattendu s'est produit. Des années de blessures cachées et de colère réprimée se sont cristallisées en une détermination froide et claire. J'ai senti une étrange sensation de libération m'envahir, comme si la cruauté de Thomas m'avait enfin libéré de toute culpabilité persistante à l'idée de détruire sa vie. J'ai regardé Thomas, puis Daniel, et j'ai souri sincèrement pour la première fois depuis des mois. « Très bien », ai-je dit simplement. « Divorçons. » Thomas a cligné des yeux, clairement déstabilisé. Il s'était préparé à des larmes, à des négociations désespérées, à l'effondrement émotionnel qui validerait son récit sur mon instabilité. Mon acceptation calme ne faisait pas partie de leur performance soigneusement répétée. « Très bien. » La voix de Daniel s'est légèrement brisée. « C'est tout ? Tu vas juste accepter ? Que attendiez-vous ?
ai-je demandé agréablement en fermant mon ordinateur portable avec un soin délibéré. Vous avez fait votre choix. Je l'accepte simplement. Derrière la surprise de Thomas, je pouvais voir la confusion vaciller sur leurs deux visages. Ils avaient scénarisé cette confrontation en s'attendant à un drame qui confirmerait leur histoire sur mon instabilité émotionnelle. Au lieu de cela, ils obtenaient un accord serein d'une femme qui semblait presque soulagée par leur nouvelle. « Eh bien, a balbutié Thomas, essayant de retrouver son calme. « Je suis content que tu sois raisonnable à ce sujet. »« Oh, je suis très raisonnable, » ai-je répondu, et quelque chose dans mon ton l'a fait se sentir mal à l'aise. Ils ont quitté ma chambre d'hôpital cet après-midi-là avec moins de satisfaction qu'ils ne l'avaient prévu, mais toujours convaincus d'avoir gagné. Thomas n'avait aucune idée qu'il venait d'allumer la mèche de sa propre destruction. Dès qu'ils sont partis, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à passer des appels. D'abord à mon avocate, puis à mon comptable, puis à mon directeur commercial. La femme qui avait passé des années à minimiser son succès en avait fini de faire semblant d'être faible. Ce soir-là, j'ai passé l'appel qui allait tout changer. « Sophie, c'est Chloé », ai-je dit lorsque mon avocate a répondu. « Tu te souviens de cette discussion sur la maison que nous avons eue l'année dernière concernant la protection des actifs ? L'enregistrement de la propriété au nom de ton entreprise. » Bien sûr. Je veux que tu annules le bail de Thomas immédiatement. Commence la procédure d'expulsion dès demain matin. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Chloé, es-tu sûre ? Cela va lui faire un choc. C'est exactement ce sur quoi je compte. 10 jours plus tard, alors que je terminais encore ma dernière série de traitements, mon téléphone a sonné avec la confirmation que j'attendais. L'huissier de justice avait remis l'avis d'expulsion. Thomas avait 72 heures pour quitter les lieux. Son premier message vocal est arrivé moins d'1 heure plus tard. « C'est quoi ce bordel ?» La voix de Thomas était stridente de panique. « Tu ne peux pas nous mettre dehors comme ça. C'est illégal. J'appelle mon avocat. » J'ai supprimé le message sans écouter le reste. Le deuxième appel est arrivé 20 minutes plus tard. « Chloé, décroche le téléphone. Où sommes-nous censés aller ? Daniel à Manon a pensé. Tu ne peux pas jeter un enfant à la rue. » Intéressant de voir à quelle vitesse Manon est devenue un bouclier pratique lorsque Thomas avait besoin de jouer la victime. Le troisième appel était différent. Thomas avait clairement été coaché, probablement par l'avocat qu'il avait réussi à joindre en peu de temps. « Chloé, je sais que tu es contrariée, mais nous devons en discuter rationnellement. Trouvons un arrangement jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Je suis prêt à payer un loyer au prix du marché. » J'ai répondu à celui-là. « Thomas, ai-je dit calmement, la maison est enregistrée au nom de mon entreprise. Tu y as vécu sans loyer pendant 8 ans par courtoisie, que je retire maintenant. L'annulation du bail est tout à fait légale. Ton avocat peut le confirmer. Mais où sommes-nous censés aller ? C'est entre toi et ton avocat, ai-je répondu, puis j'ai raccroché. La beauté de ma position juridique était sa simplicité. Thomas n'avait jamais contribué à la compte, n'avait jamais été ajouté à l'acte de propriété, n'avait même jamais payé les charges. Il vivait dans ma propriété en tant qu'invité, et les invités peuvent être priés de partir. En une semaine, Thomas et Daniel ont été contraints d'emménager chez ses parents, un arrangement humiliant qui a mis leur liaison en pleine lumière pour sa famille. Marguerite, la mère de Thomas, s'était toujours targuée d'avoir élevé un fils au caractère moral fort. Le voir abandonner sa femme malade pour l'épouse de son meilleur ami a brisé ses illusions sur son garçon parfait. 3 semaines plus tard, j'ai enfin été libéré de l'hôpital. Antoine est venu me chercher et nous sommes allés directement à la modeste maison de Plainpied où Thomas avait grandi. Il était temps pour la confrontation que j'avais planifiée depuis ce terrible jour dans ma chambre d'hôpital. Dès que j'ai franchi la porte d'entrée avec Antoine à mes côtés, le visage de Thomas a perdu toute couleur. Il ne s'attendait pas à ce que je me remette si vite, et il n'avait certainement pas prévu que j'arrive avec du renfort, surtout pas le renfort qu'il avait trahi aussi complètement qu'il m'avait trahi. « Chloé » a-t-il commencé, mais j'ai levé une main pour le faire taire. Manon était là, assise dans un coin du salon, l'air profondément mal à l'aise. À 16 ans, elle était assez âgée pour sentir les tensions adultes qui tourbillonnaient autour d'elle, mais encore assez jeune pour être confuse quant à son rôle dans tout cela. Daniel a immédiatement tenté de prendre le contrôle de la situation,
se lançant dans un discours défensif qui révélait à quel point elle était devenue prétentieuse. « Je ne sais pas pourquoi tout le monde est si dramatique à ce sujet », a-t-elle déclaré en se levant du canapé avec une autorité théâtrale. « Thomas et moi avons trouvé le grand amour ensemble. C'est quelque chose à célébrer, pas à punir. » Elle a fait un geste vers Manon. De plus, ses parents vont avoir une petite fille de sang maintenant. Ça doit compter pour quelque chose. L'audace était à couper le souffle. Elle croyait vraiment que sa liaison et l'existence de Manon l'emportaient sur toutes les autres considérations, les vœux de mariage, la loyauté, la décence humaine de base. Mais ce qui s'est passé ensuite a valu chaque moment de douleur que j'avais enduré au cours de la dernière décennie. Manon a levé les yeux de là où elle fixait ses mains, son jeune visage portant une maturité qui témoignait de tout ce qu'elle avait vu et traité au fil des ans. Elle a regardé directement Thomas, l'homme qui avait joué le rôle de père pour elle pendant 10 ans, qui avait assisté à chaque événement scolaire et entraînement de football, qui avait priorisé ses besoins sur son propre mariage. « Mon père, c'est Antoine », a-t-elle dit clairement, sa voix portant une conviction absolue. « C'est le seul père que je veux. » Le silence qui a suivi était profond et dévastateur. Le visage de Thomas s'est décomposé comme si Manon l'avait physiquement frappé. Toutes ces années de réunions scolaires, d'histoire du soir et d'entraînement de football, réduites à néant par la déclaration honnête d'une adolescente de sa loyauté envers l'homme qui avait réellement mérité le titre de père. Daniel avait l'air anéanti, réalisant enfin que l'allégeance de sa fille allait à son père légal, pas au partenaire de liaison de sa mère. En une phrase, Manon avait détruit le fondement de toute leur justification pour leur trahison. « Manon », a commencé Thomas, la voix brisée. « Non », l'a-t-elle interrompu. « Je sais ce que vous avez fait. Papa Antoine m'a tout dit. Comment toi et maman avez menti à tout le monde pendant des années. Comment vous avez fait du mal à Chloé quand elle était malade. Comment vous m'avez fait arrêter de lui rendre visite en me racontant des mensonges sur le fait qu'elle était jalouse et manipulatrice. » La bouche de Thomas s'est ouverte et fermée comme un poisson cherchant de l'air. Puis Antoine a livré la révélation juridique qui a achevé la destruction de Daniel. « Oh, au fait », a-t-il dit avec une satisfaction tranquille, sortant un dossier de sa veste. « Toi et moi sommes toujours légalement mariés, Daniel. Nos papiers de divorce n'ont jamais été finalisés en raison d'un détail technique que j'ai choisi de ne pas corriger. » La couleur a quitté le visage de Daniel alors que les implications s'abattaient sur elle. Son mariage avec Thomas était complètement invalide. Elle n'avait aucun statut légal en tant que son épouse, aucune prétention à des biens communs, aucune protection en vertu des lois sur le privilège conjugal. Pire encore, elle pourrait potentiellement faire face à des accusations de bigamie si quelqu'un choisissait de les poursuivre. Antoine avait été méticuleux dans la planification de sa vengeance, utilisant son expertise technique pour exploiter chaque faille juridique pendant que Daniel jouait à la maison avec le mari d'une autre femme. Thomas, désespéré de sauver quelque chose de l'épave complète de ses plans, a fait une dernière tentative d'intimidation. « Et alors » a-t-il ricané, bien que sa voix manque de sa confiance antérieure. « Tu es malade, Chloé. Tu seras ruinée dans 1 an, morte dans 2. Qu'est-ce que tu vas vraiment faire ?» C'était mon signal pour la plus grande révélation de toutes. J'ai sorti mon téléphone avec un calme délibéré et j'ai ouvert mon application bancaire, tournant l'écran vers eux. « Je gagne 420 000 € par an maintenant », ai-je dit doucement. Je suis une auteure de livres pour enfants à succès avec un accord de film en production. Vous voulez voir mes relevés de redevances ? Le visage de Thomas a traversé une série d'expressions, confusion, incrédulité, choc, et enfin, calcul désespéré. En l'espace de 10 secondes, je l'ai vu traiter le renversement complet de tout ce qu'il pensait savoir sur notre dynamique de pouvoir. 420 000 €? A-t-il répété lentement, comme si dire le nombre le rendrait moins réel. Par an, ai-je confirmé, faisant défiler mon téléphone pour montrer des captures d'écran de dépôt mensuels. Chèque de redevance, contrat de licence, droits internationaux. Ma série Le Petit Renard Courageux est en cours de traduction en 12 langues. L'accord de film que j'ai mentionné ? Netflix vient de donner son feu vert pour la production. La prise de Daniel sur le bras de Thomas s'est resserrée jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Je pouvais pratiquement voir son cerveau tout recalculer, la vie confortable qu'elle pensait gagner, la sécurité financière qu'elle avait supposé venir en volant mon mari, l'avenir qu'elle avait construit dans son imagination. La transformation de Thomas a été immédiate et nauséabonde. « Chloé » a-t-il dit,
sa voix soudainement mielleuse avec le charme qu'il avait utilisé lors de notre première rencontre. Peut-être que nous sommes un peu hâtifs. Nous sommes ensemble depuis 15 ans. Ça doit compter pour quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? La voix de Daniel est montée en un cri strident. J'essaie de sauver notre famille, a répondu Thomas doucement, sans jamais quitter l'écran de mon téléphone des yeux. Chloé, nous pourrions arranger ça. Aller en thérapie. Prendre du temps pour reconstruire ce que nous avions. L'audace était à couper le souffle. Quelques minutes après avoir demandé une pension alimentaire à sa femme, paresseuse et sans valeur, il était prêt à se réconcilier maintenant qu'il comprenait ma véritable valeur nette. Mais le cri de trahison de Daniel a traversé son charme calculé. Tu es sérieux, là? Après tout ce que nous avons risqué? Après toutes les promesses que tu as faites? Elle s'est tournée pour lui faire face complètement, et j'ai vu le moment exact où elle a réalisé que Thomas l'abandonnerait à l'instant où une meilleure option apparaîtrait exactement comme il m'avait abandonné quand il pensait qu'elle était la meilleure option. C'est ce qu'il fait, ai-je dit doucement à Daniel. Il trouve quelqu'un d'utile et le jette quand il ne sert plus ses intérêts. Le père de Thomas, qui était resté silencieux tout au long de cet échange, a finalement parlé depuis sa place près de la cheminée. Dehors, a-t-il dit, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui avait bâti une entreprise prospère grâce à des décennies de travail acharné et d'intégrité. Vous deux. Hors de ma maison. Papa, a commencé Thomas, mais son père a levé une main burinée. Je t'ai mieux élevé que ça, Thomas. Je t'ai appris la loyauté, à tenir ta parole, à être aux côtés des gens qui t'aiment. Sa déception était écrasante à voir. Apprendre que tu as abandonné ta femme malade pour cette situation. Ça me fait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur le fils que j'ai élevé. En moins d'une semaine, Thomas a été renvoyé de l'entreprise de BTP de son père, le poste confortable qu'il avait supposé être toujours là comme filet de sécurité. Son père lui a trouvé un travail sur un bateau de pêche commercial en Bretagne, le genre de labeur éreintant et dangereux qui payait le salaire minimum et exigeait des départs avant l'aube, quelles que soient les conditions météorologiques. L'ironie était une justice poétique à son meilleur. L'homme qui avait ricané de ma paresse travaillait maintenant 16 heures par jour à aller des filets et à traiter du poisson, rentrant chez lui épuisé et puant l'océan, gagnant à peine assez pour survivre dans un minuscule appartement qu'il partageait avec 2 autres membres d'équipage. Pendant ce temps, ses anciens collègues chuchotaient sur sa chute, s'assurant qu'il ne trouverait jamais d'emploi comparable dans la communauté des affaires locales. La nouvelle s'est répandue rapidement dans nos cercles sur l'homme qui avait abandonné sa femme hospitalisée pour l'épouse de son meilleur ami. L'effondrement de Daniel a été encore plus spectaculaire. Sans les revenus de Thomas et sans droit légal à des biens communs en raison de son mariage invalide, tout son style de vie s'est évaporé du jour au lendemain. Antoine a demandé une modification immédiate de la garde, présentant des preuves documentées de son infidélité, de l'abandon de ses responsabilités parentales et de l'instabilité que sa relation bigame avait créée pour Manon. Le juge du tribunal de la famille a été particulièrement sévère sur la tromperie de Daniel, notant que son second mariage invalide démontrait un schéma de malhonnêteté qui la rendait inapte à être la gardienne principale de Manon. Madame Moreau, a déclaré le juge lors de l'audience de garde, vos choix ont créé un environnement d'instabilité et de confusion morale qui est préjudiciable au bien-être de votre fille. Daniel n'a obtenu qu'un droit de visite supervisé, contrainte de travailler à 2 emplois à temps partiel juste pour se payer un studio de l'autre côté de la ville. Ses amitiés soigneusement cultivées, basées sur les ragots et les relations superficielles, n'ont pas survécu au scandale. D'anciennes amies évitaient ses appels et traversaient la rue quand elles la voyaient en public. Elle est devenue une histoire édifiante chuchotée lors des dîners et des clubs de lecture, la belle femme qui avait tout détruit pour un homme qui l'a finalement abandonné dès qu'une personne plus précieuse est apparue. Thomas a cessé de prendre ses appels dans les 3 mois, la laissant complètement seule avec les conséquences de leur trahison partagée. Mais la restauration la plus significative est venue du retour progressif de Manon dans ma vie. À mesure que la vérité sur la manipulation de Thomas a éclaté, Manon a commencé à me contacter timidement par message texte, puis par appel téléphonique, et enfin, par des visites maladroites mais sincères à ma maison. Je suis désolé, a été la première chose qu'elle a dite en apparaissant à ma porte 6 mois après la confrontation. J'aurais dû mieux savoir. Tu n'as jamais été jalouse ou manipulatrice. Thomas m'a menti sur tout. Nos conversations étaient guindées au début, toutes deux naviguant à travers les dommages que des années de mensonges et de manipulation avaient créés. Mais lentement, prudemment, nous avons commencé à reconstruire le lien que nous avions partagé pendant son enfance.
Manon étudiait les langues à l'université, rêvant de devenir traductrice. Ses yeux se sont illuminés quand je lui ai parlé des éditeurs internationaux intéressés par l'adaptation de mes livres pour un public mondial. Je pourrais t'aider à traduire tes histoires, a-t-elle dit avec enthousiasme lors d'un de nos dîners du dimanche. Imagine le petit renard courageux enseignant le courage aux enfants en Espagne, en Allemagne ou au Japon. Voir son enthousiasme m'a rappelé pourquoi je l'avais aimée si férocement quand elle était enfant. Elle avait hérité du caractère stable et de la curiosité intellectuelle d'Antoine, pas des tendances manipulatrices de sa mère. Notre lien renouvelé semblait plus fort que notre connexion originale, construit sur l'honnêteté et le respect mutuel plutôt que sur l'innocence de l'enfance. La demande en mariage d'Antoine est arrivée un dimanche soir tranquille alors que nous étions assis à la table de ma cuisine, examinant les documents juridiques qui avaient finalisé nos 2 divorces. Nous nous étions rencontrés chaque semaine pendant des mois, ostensiblement pour gérer les suites de nos batailles juridiques respectives, mais en réalité parce que nous étions devenus l'encre de l'autre à travers la tempête. Je sais que cela peut sembler trop tôt, a-t-il dit en posant son stylo et en me regardant droit dans les yeux, mais nous avons traversé l'enfer ensemble. Nous connaissons les pires moments de l'autre, et nous sommes toujours là. Sa demande n'était pas romantique au sens traditionnel du terme. Il n'y avait pas de fleurs, pas de gestes dramatiques, pas de déclaration passionnée d'amour éternel. Au lieu de cela, elle était pratique, honnête et basée sur une compatibilité éprouvée et des valeurs partagées. Nous avons déjà survécu à la trahison, à la maladie et à la guerre juridique en équipe, a-t-il poursuivi. Notre partenariat a été testé d'une manière que la plupart des couples ne connaissent jamais. Je pense que nous pourrions construire quelque chose de réel ensemble, quelque chose basé sur une confiance réelle au lieu de jolis mensonges. J'ai apprécié son honnêteté sur le moment et les circonstances. Nous n'étions pas 2 jeunes tombant amoureux pour la première fois. Nous étions 2 adultes blessés qui avaient trouvé de la force dans la compagnie de l'autre. J'ai besoin de temps pour réfléchir, lui ai-je dit. Mais je ne dis pas non. La possibilité de construire quelque chose d'authentique avec quelqu'un qui avait prouvé sa loyauté par des actes plutôt que par des mots était séduisante. Mais je voulais le choisir librement, comme une célébration de notre avenir plutôt qu'une réaction à notre traumatisme partagé. 6 mois plus tard, je me tenais dans mon nouvel atelier d'art. Une pièce lumineuse et spacieuse dans la maison que j'avais reprise à Thomas, maintenant transformée en quelque chose qui m'appartenait entièrement. La lumière du soleil entrait à flot par les fenêtres que j'avais fait agrandir, illuminant des toiles couvertes d'illustrations pour ma dernière série de livres. Mon téléphone a vibré avec un autre appel d'un cadre de pâté intéressé par les droits d'adaptation. L'accord de film que j'avais mentionné nonchalamment lors de cette confrontation entrait maintenant en pré-production, avec des acteurs de renom attachés pour donner vie à le petit renard courageux à l'écran. Ma santé s'était complètement stabilisée avec un traitement approprié et la réduction spectaculaire du stress qui a accompagné le retrait des personnes toxiques de ma vie. Plus important encore, j'avais appris à me valoriser correctement non seulement mon succès financier, mais ma valeur en tant que personne qui méritait la loyauté, l'honnêteté et le respect. La femme qui avait autrefois caché ses réalisations pour protéger l'ego fragile de son mari bâtissait maintenant un empire en toute confiance, prenant des décisions basées sur ce qui servait mes objectifs plutôt que sur ce qui mettait les autres à l'aise. Chaque matin, je me réveillais reconnaissante pour le divorce qui m'avait libérée pour devenir celle que j'étais toujours censée être. Thomas m'avait traité de paresseuse et sans valeur, ces mots cruels étaient devenus le catalyseur pour que je revendique mon plein pouvoir et crée la vie que je voulais vraiment. Et l'expression sur son visage quand il a réalisé ce qu'il avait perdu ? Absolument impayable. Si cette histoire de vengeance parfaite vous a fait applaudir pour Chloé, cliquez sur le bouton j'aime tout de suite. Ma partie préférée a été quand Chloé a révélé son revenu de 420 000 € et a vu le visage de Thomas s'effondrer en temps réel. Quel a été votre moment préféré ? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une publication.